Bonsoir. Installez-vous confortablement. L'histoire commence. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, sur les traces d'une route qui a changé le monde. Il y a plus de 2000 ans, bien avant que nos cartes modernes ne dessinent les frontières que nous connaissons aujourd'hui, une route extraordinaire a commencé à se dessiner. Pas une route unique, mais un réseau de chemins qui s'étendait comme les veines d'un corps vivant, reliant l'Orient à l'Occident sur plus de 6400 km. Cette route, nous l'appelons aujourd'hui la route de la soie. Le nom même de route de la soie n'a jamais été utilisé par ceux qui l'ont emprunté. C'est un géographe allemand, Ferdinand von Richthofen, qui l'a baptisé ainsi en 1877, bien des siècles après son apogée. Les marchands qui parcouraient ces chemins parlaient simplement de la route, un chemin vers l'inconnu, vers la richesse, vers l'aventure. Imaginez un instant ces premiers voyageurs. Ils quittaient les terres familières de la Chine ancienne, où la dynastie Han régnait avec sagesse et puissance. C'est précisément sous cette dynastie Han, entre 206 avant notre ère et 220 après, que la route de la soie s'est véritablement établie comme voie commerciale majeure. L'empereur Wu, ambitieux et visionnaire, cherchait à étendre son influence vers l'ouest. Pour y parvenir, il envoya un émissaire exceptionnel. Zhang Xian, un diplomate courageux, entreprit en 138 avant notre ère une mission périlleuse vers les terres occidentales. Son voyage dura 13 longues années. Capturé, emprisonné, puis finalement libéré, Zhang Xian revint avec des récits extraordinaires de royaumes lointains, de chevaux majestueux et de peuples aux coutumes fascinantes. Ces rapports ouvrirent les yeux de la cour impériale sur les possibilités infinies du commerce avec l'Ouest. Mais pourquoi la soie ? Pourquoi cette étoffe délicate a-t-elle donné son nom à cette route légendaire ? La soie était bien plus qu'un simple tissu. Pour les Chinois, c'était un secret d'État jalousement gardé pendant près de 3000 ans. La fabrication de la soie, appelée sériciculture, était un mystère si précieux que révéler le processus était puni de mort. Les vers à soie, nourris de feuilles de mûrier, produisaient ces fils scintillants qui, une fois tissés, créaient une étoffe d'une légèreté et d'une beauté incomparables. Lorsque les premiers rouleaux de soie arrivèrent dans l'Empire romain, ils provoquèrent une véritable sensation. Les Romains étaient si fascinés par cette matière qu'ils la payaient littéralement au poids de l'or. Une livre de soie pouvait valoir une livre d'or. Les patriciens et les empereurs se paraient de ces étoffes chatoyantes, ignorant complètement d'où elles venaient vraiment. Certains croyaient même que la soie poussait sur des arbres, comme des fruits précieux. Le voyage de la soie depuis la Chine jusqu'à Rome n'était jamais direct. Aucun marchand ne parcourait la route de la soie dans son intégralité. C'était un relais complexe où les marchandises changeaient de main des dizaines de fois. Un rouleau de soie partait de Chang'an, la capitale de la dynastie Han, et passait par les mains de marchands sogdiens, persans, puis grecs, avant d'atteindre finalement un noble romain. Chaque intermédiaire ajoutait son prix, multipliant la valeur du tissu à chaque étape. Ces marchands traversaient des paysages d'une diversité époustouflante. Le désert de Taklamakan, l'un des plus arides et des plus dangereux au monde,
était un obstacle majeur sur la route de la soie. Son nom même signifie « entre et tu n'en ressortiras pas » en langue ouïghour. Les caravanes devaient le contourner en empruntant des oasis fragiles, véritables havres de vie au milieu de l'immensité hostile. Ces oasis, comme Dunhuang ou Kashgar, sont devenus des carrefours cosmopolites où se mêlaient les langues, les religions et les cultures. Les chameaux de Bactriane, avec leurs 2 bosses caractéristiques, étaient les véritables héros méconnus de la route de la soie. Capables de porter jusqu'à 200 kg de marchandises, de résister aux températures extrêmes du désert et de survivre plusieurs jours sans eau, ces animaux robustes rendaient possible ce qui semblait impossible. Une caravane typique comptait entre 50 et 1000 chameaux, avançant lentement mais sûrement à travers les étendues infinies. Et pendant que ces caravanes traçaient leur chemin, elles ne transportaient pas seulement de la soie ou des épices. La route de la soie était également une autoroute des idées. Le bouddhisme, né en Inde, s'est propagé vers la Chine grâce aux moines et aux pèlerins qui empruntaient ces routes. Des techniques artistiques, des instruments de musique comme le luth, des innovations mathématiques comme le système décimal, et même des plantes comme la vigne et la luzerne ont voyagé d'est en ouest et d'ouest en est, transformant les civilisations sur leur passage. Voilà comment tout a commencé. Une ambition impériale, un secret précieux, et le courage de marchands prêts à braver l'inconnu. Dans les minutes qui suivent, nous continuerons ce voyage fascinant, découvrant comment cette route a façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui, les trésors du voyage. Poursuivons notre voyage. Laissez votre esprit voguer à travers ces paysages anciens, où chaque pas était une découverte, où chaque rencontre changeait le cours de l'histoire. La soie n'était pas la seule marchandise précieuse à voyager sur ces routes légendaires. Les épices orientales, poivre, cannelle, gingembre, clous de girofle, étaient tout aussi prisées que la soie elle-même. Ces aromates exotiques ne servaient pas seulement à parfumer les plats des riches Européens. Elles étaient utilisées pour conserver la viande, préparer des remèdes médicinaux et même fabriquer des parfums luxueux. Une petite quantité de poivre pouvait acheter la liberté d'un cerf au Moyen Âge. Imaginez les marchés animés le long de la route. À Samarcande, cette perle de l'Ouzbékistan actuel, les étals débordaient de richesses venues des 4 coins du monde. Samarcande était surnommée le miroir du monde tant elle reflétait la diversité des cultures qui s'y rencontraient. Les marchands sogdiens, maîtres du commerce sur la route de la soie, y avaient établi leur capitale. Ils parlaient plusieurs langues, connaissaient les coutumes de chaque peuple et servaient d'intermédiaires indispensables entre l'Orient et l'Occident. Leur expertise commerciale était si réputée que le mot « sogdien » devint synonyme de marchand dans de nombreuses régions. Mais tous les échanges n'étaient pas pacifiques. Les routes commerciales attiraient également les bandits et les pillards. Les cols de montagnes isolés, les étendues désertiques sans témoins, représentaient des dangers constants. C'est pourquoi les caravanes voyageaient en grands groupes, parfois escortés par des soldats. Les caravansérails, ces auberges fortifiées, espacées d'une journée de marche, offraient non seulement le gîte et le couvert, mais aussi la sécurité derrière leurs murs épais. Ces havres de paix étaient des lieux de repos, mais aussi
d'échange d'informations sur les routes sûres et les dangers à éviter. Dans leur bagage, les marchands transportaient aussi des merveilles technologiques. Le papier, inventé en Chine sous la dynastie Han, vers l'an 105, a voyagé vers l'ouest grâce à la route de la soie. Cette invention révolutionnaire, bien plus pratique que le parchemin ou le papyrus, a mis près de 1000 ans pour atteindre l'Europe. Selon la légende, le secret de sa fabrication aurait été révélé lorsque des artisans chinois furent capturés lors de la bataille de Talas en 751 et emmenés à Samarcande, où ils enseignèrent leur savoir-faire. Les échanges culturels étaient tout aussi précieux que les marchandises. La musique elle-même voyageait sur la route de la soie. Le luth, instrument emblématique du Moyen-Orient et de l'Europe médiévale, trouve ses origines dans le pipa chinois. Des instruments à cordes, des tambours, des flûtes ont circulé d'une civilisation à l'autre, enrichissant les traditions musicales de chaque culture. Les mélodies persanes se sont mêlées au rythme chinois dans les oasis, créant des harmonies inédites qui résonnaient dans les caravansérails. Certains voyageurs n'étaient peut-être pas motivés par le profit, mais par la foi. Xuanzang, un moine bouddhiste chinois, entreprit en 629 un pèlerinage extraordinaire vers l'Inde pour rapporter des textes sacrés authentiques. Son voyage dura 17 ans. Il traversa des montagnes enneigées, des déserts brûlants, affronta des bandits et des tempêtes. À son retour, il rapporta 657 textes bouddhiques et passa le reste de sa vie à les traduire. Son récit de voyage inspira l'un des romans les plus célèbres de la littérature chinoise, Le voyage en Occident. Le long de ces routes, des villes entières prospéraient grâce au commerce. La ville de Palmyre, dans la Syrie actuelle, devint l'une des cités les plus riches du monde antique, grâce à sa position stratégique sur la route de la soie. Ses habitants levaient des taxes sur les caravanes qui passaient, s'enrichissant considérablement. La reine Zénobie, au IIIe siècle, défia même l'Empire romain et établit brièvement un empire indépendant. Les ruines majestueuses de Palmyre témoignent encore aujourd'hui de cette splendeur passée. Et parmi toutes les richesses échangées, il y en avait une, invisible, mais infiniment précieuse. Les connaissances scientifiques et mathématiques circulaient librement sur la route de la soie. Les chiffres arabes que nous utilisons aujourd'hui sont en réalité originaires d'Inde et ont voyagé vers l'ouest via les marchands arabes. Les astronomes persans partageaient leurs observations avec les savants chinois. Les techniques de fabrication du verre soufflé, de la porcelaine, de la poudre à canon ont toutes transité par ces routes, transformant les civilisations qui les adoptaient. Ainsi, la route de la soie tissait bien plus que des liens commerciaux. Elle créait une toile d'interconnexion humaine, un dialogue entre les civilisations qui résonne encore dans notre monde moderne. Les gardiens de la route. Respirez profondément. Laissez ces histoires anciennes vous porter doucement. Chaque fait est comme une perle enfilée sur le fil du temps. Pour que le commerce puisse prospérer, il fallait plus que du courage et de l'ambition. Il fallait de la stabilité, de la sécurité, une vision politique. L'Empire mongol, au XIIIe siècle,
créa ce que l'on appelle la Pax Mongolica, la paix mongole. Sous le règne de Gengis Khan et de ses successeurs, un empire immense s'étendit de la Chine à l'Europe de l'Est, unifiant pour la première fois dans l'histoire la quasi-totalité de la route de la soie sous une seule autorité. Cette unification permit aux marchands de voyager en relative sécurité sur des milliers de kilomètres, protégés par les lois mongoles qui punissaient sévèrement le banditisme et garantissaient la liberté de commerce. C'est durant cette période faste qu'un jeune Vénitien entreprit le voyage le plus célèbre de l'histoire de la route de la soie. Marco Polo quitta Venise en 1271, à l'âge de 17 ans, accompagné de son père et de son oncle. Son périple le mena jusqu'à la cour de Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, où il séjourna pendant 17 ans. À son retour, emprisonné à Gênes, il dicta le récit de ses aventures qui devint le livre des merveilles du monde. Bien que certains historiens débattent encore de l'authenticité de certains passages, son récit éveilla l'imagination européenne et inspira des générations d'explorateurs, dont Christophe Colomb lui-même. Mais les Mongols n'étaient que pas les seuls à faciliter le commerce. Les dynasties chinoises successives établirent un système sophistiqué de relais postaux le long de la route de la soie. Des stations espacées d'environ 40 km permettaient aux messagers officiels de changer de chevaux frais, garantissant une transmission rapide des informations impériales. Ce système, appelé Yijan, comprenait plus de 1400 stations à son apogée. Un message urgent pouvait ainsi parcourir des milliers de kilomètres en quelques jours seulement, une prouesse logistique remarquable pour l'époque. Les religions du monde trouvèrent également leur chemin le long de ces routes anciennes. Le christianisme nestorien, une branche du christianisme considérée comme hérétique par Rome et Byzance, s'est propagé vers l'Est via la route de la soie dès le 5e siècle. Des communautés chrétiennes florissantes existaient en Perse, en Asie centrale et même en Chine, sous la dynastie Tang. Des stèles chrétiennes en chinois, datant de 781, ont été découvertes à Xi'an, témoignant de cette présence religieuse méconnue. Le nestorianisme apporta avec lui des textes, des icônes et une vision du monde qui enrichit le dialogue interculturel. À côté du christianisme, d'autres croyances voyageaient. Le zoroastrisme, l'ancienne religion perse qui vénère Ahura Mazda, le seigneur de la sagesse, était pratiqué par de nombreux marchands sogdiens. Ils construisirent des temples du feu dans les oasis le long de la route, où les flammes sacrées brûlaient perpétuellement. Le manichéisme, fondé au IIIe siècle par le prophète Mani, combinait des éléments du zoroastrisme, du christianisme et du bouddhisme, et se répandit également via ses routes commerciales, créant une remarquable mosaïque spirituelle. Les innovations technologiques continuaient de circuler dans les deux sens. La technique de la fabrication de la poudre à canon, inventée en Chine durant la dynastie Tang au IXe siècle, voyagea progressivement vers l'ouest. Initialement utilisée pour des feux d'artifice lors de cérémonies, son potentiel militaire fut rapidement compris. Au XIIIe siècle, les armées du Moyen-Orient et d'Europe commencèrent à utiliser des armes à poudre, transformant à jamais l'art de la guerre. Cette invention allait remodeler l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Les marchandises transportées étaient parfois surprenantes. Le verre était l'une des exportations les plus prisées de l'Empire romain
et de Byzance vers l'Orient. Les artisans romains maîtrisaient la technique du soufflage du verre, créant des objets d'une beauté et d'une finesse exceptionnelles. Ces pièces de verrerie étaient si valorisées en Chine qu'elles étaient parfois considérées aussi précieuses que le jade. En retour, la Chine exportait sa porcelaine translucide qui fascinait les Occidentaux qui tentaient en vain d'en percer le secret de fabrication. Et au cœur de tous ces échanges, une nourriture humble transformait les civilisations. Les pâtes alimentaires, bien que souvent associées à l'Italie, ont probablement des origines complexes liées aux échanges sur la route de la soie. Les Chinois consommaient des nouilles depuis des millénaires, tandis que les Arabes fabriquaient des pâtes sèches dès le IXe siècle. Les techniques culinaires voyageaient avec les marchands, se transformant et s'adaptant à chaque culture. Les épices, les fruits, les légumes, abricots, pêches, concombres, aubergines, tous ont trouvé de nouveaux foyers grâce à ces routes commerciales. Ainsi, chaque caravane était porteuse d'un monde. Chaque marchand était un ambassadeur involontaire de sa culture. La route de la soie tissait, fil après fil, la tapisserie de notre humanité commune, les arts et les savoirs. Continuons notre voyage à travers les siècles. Laissez ces récits anciens bercer votre esprit. Chaque histoire est une invitation au repos, à la contemplation. L'art lui-même voyageait sur ces routes sinueuses, se transformant au gré des rencontres. L'art gréco-bouddhique, né de la fusion entre l'hellénisme grec et la spiritualité bouddhiste, émergea dans la région du Gandhara, l'actuel Pakistan et Afghanistan. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère, les artistes grecs s'installèrent en Asie centrale. Pour la première fois, le Bouddha fut représenté sous forme humaine, sculpté selon les canons esthétiques grecs. Draperie élégante, traits sereins, proportions harmonieuses, ces statues voyagèrent le long de la route de la soie, influençant profondément l'art bouddhique chinois, coréen et japonais. Dans les grottes le long de la route, des trésors inestimables attendaient d'être découverts. Les grottes de Mogao, près de Dunhuang en Chine, abritent l'une des plus importantes collections d'art bouddhique au monde. Creusées entre le IVe et le XIVe siècle, ces 492 grottes contiennent des fresques murales s'étendant sur 45 000 mètres carrés et plus de 2000 sculptures peintes. En 1900, un moine taoïste découvrit une grotte scellée contenant environ 50 000 manuscrits et documents datant du 5e au 11e siècle. Une bibliothèque oubliée qui révéla des textes en chinois, tibétain, sanskrit et de nombreuses autres langues. Les techniques artistiques elles-mêmes circulaient comme des secrets précieux. La technique de la laque chinoise, utilisée depuis plus de 7000 ans, fascina les artisans persans et occidentaux. Cette résine naturelle, extraite de l'arbre à laque, appliquée en multiples couches sur le bois, créait des surfaces d'un noir profond et brillant, résistantes à l'eau et au temps. Les objets laqués, boîtes, paravents, meubles, étaient si prisés qu'ils inspirèrent des imitations en Europe, bien que les Européens ne parvinssent jamais à égaler la qualité de l'original avant le XVIIIe siècle. La médecine aussi bénéficiait de ces échanges intercontinentaux.
les médecins persans et arabes intégrèrent des connaissances médicales chinoises à leurs propres pratiques, notamment l'usage de l'acupuncture et des remèdes à base de plantes. En retour, les traités médicaux grecs, traduits en arabe puis en persan, atteignirent la Chine. Avicenne, le célèbre médecin persan du XIe siècle, écrivit Le Canon de la médecine, une encyclopédie médicale qui synthétisait les savoirs grecs, romains, arabes et indiens. Son œuvre voyagea vers l'Est et vers l'Ouest, devenant un texte de référence pendant des siècles. Les métaux précieux circulaient constamment, alimentant les économies. L'argent extrait des mines de Perse et d'Asie centrale affluait vers la Chine en quantité massive. La Chine, grande consommatrice d'argent pour sa monnaie et ses objets de luxe, absorbait une part considérable de la production mondiale. En échange, l'or chinois voyageait vers l'Ouest. Ce flux constant de métaux précieux créait une interdépendance économique entre les civilisations. Un système commercial complexe qui préfigurait la mondialisation moderne. Les tissus eux-mêmes racontaient des histoires. Les tapis persans, tissés avec une habileté extraordinaire, étaient des marchandises de luxe très recherchées. Chaque tapis était unique. Ses motifs géométriques ou floraux portaient des significations symboliques profondes. Les techniques de nouage perses, transmises de génération en génération, produisaient des œuvres d'art textile d'une beauté incomparable. Ces tapis voyageaient vers la Chine, l'Inde et plus tard vers l'Europe, où ils ornaient les palais des puissants. Un seul tapis pouvait nécessiter des années de travail et valait une fortune. Les jardins eux-mêmes voyageaient sous forme de graines et de concepts. Le concept du jardin paradisiaque persan, avec ses 4 sections divisées par des canaux d'eau représentant les 4 rivières du paradis, se répandit le long de la route de la soie. Ces jardins clos, appelés Peri Daesa en persan, d'où vient notre mot paradis, influencèrent l'architecture des jardins moghols en Inde, les jardins islamiques en Espagne et même les conceptions paysagères en Chine. Les roses de Perse, les tulipes d'Asie centrale, les pivoines de Chine, toutes ces fleurs trouvèrent de nouveaux terroirs grâce aux échanges botaniques. Et dans le silence des nuits étoilées du désert, les caravanes avançaient lentement. Les marchands utilisaient les étoiles pour naviguer dans les vastes étendues où aucun repère terrestre n'existait. L'astronomie, science partagée par toutes les civilisations de la route de la soie, permettait aux voyageurs de s'orienter. Les astronomes arabes perfectionnèrent l'astrolabe, instrument permettant de mesurer la position des étoiles et de calculer l'heure et la latitude. Cet outil, combinant les savoirs grecs, indiens et arabes, fut adopté par les navigateurs chinois et européens, guidant non seulement les caravanes terrestres, mais aussi les navires qui sillonnaient les mers. Ainsi, sous le même ciel étoilé, des milliers d'âmes partageaient le même chemin, portant avec elles les rêves, les savoirs, les beautés de leur civilisation, tissant ensemble l'histoire de notre humanité, les routes maritimes et les nouvelles connexions. Laissez-vous porter par le rythme lent de ces récits, comme les vagues qui caressent doucement le rivage. Nous explorons maintenant d'autres chemins, d'autres horizons. La route de la soie n'était pas seulement terrestre. Les mers aussi portaient les rêves des marchands. La route maritime de la soie,
Moins connu que son équivalent terrestre, reliait les ports chinois à l'Inde, à la Perse, à l'Arabie et même à l'Afrique de l'Est. Dès la dynastie Han, les jonques chinoises, ces navires robustes aux voiles caractéristiques en forme d'éventail, naviguaient vers les ports de l'océan Indien. Cette route maritime évitait les dangers des montagnes et des déserts, permettant de transporter des cargaisons plus lourdes, porcelaine, soieries, mais aussi des produits pondéreux comme le fer et le cuivre. Les moussons, ces vents saisonniers prévisibles, dictaient le rythme des voyages maritimes. Les navigateurs arabes excellaient dans cet art de la mer. Les marins arabes utilisaient un type de bateau appelé boutre, avec sa voile triangulaire distinctive appelée voile latine. Cette conception permettait de naviguer contre le vent, une innovation majeure qui rendait les voyages maritimes bien plus flexibles. Les capitaines arabes, appelés nakoda, possédaient une connaissance intime des courants, des vents et des étoiles. Leurs récits de voyage, comme celui de Sinbad le marin dans Les 1001 nuits, témoignent de l'aventure et des dangers de ces expéditions maritimes. Certains ports devinrent des carrefours du monde. Le port de Quanzhou, dans la province du Fujian en Chine, était surnommé Zaytun par les marchands arabes et était considéré au XIIIe siècle comme l'un des ports les plus grands et les plus cosmopolites du monde. Marco Polo le décrivit comme un lieu où affluaient des navires chargés de poivre et d'autres épices en quantité prodigieuse. Des communautés de marchands arabes, persans, indiens et même africains y résidaient, chacune avec ses propres quartiers, mosquées, temples et églises. Quanzhou était une mosaïque vivante de l'humanité. Les échanges n'étaient pas toujours matériels. Les idées philosophiques voyageaient aussi. Le confucianisme chinois, avec son emphase sur l'harmonie sociale, le respect des anciens et l'éducation, influença les cours royales d'Asie centrale et même de Perse. Les administrateurs persans admiraient le système d'examen impériaux chinois, où les fonctionnaires étaient choisis selon leur mérite et leur connaissance des classiques, plutôt que par leur naissance. Cette méritocratie, bien qu'imparfaite, représentait une innovation gouvernementale remarquable qui inspira d'autres civilisations. Les animaux aussi faisaient partie de ces échanges extraordinaires. Les chevaux célestes de Ferghana, dans l'actuel Ouzbékistan, étaient si prisés par les empereurs chinois qu'ils envoyèrent des expéditions militaires pour en acquérir. Ces chevaux, probablement des ancêtres des chevaux Akal Teke, étaient réputés pour leur endurance, leur vitesse et leur beauté. La légende disait qu'ils suaient du sang. En réalité, un parasite causait des lésions cutanées qui saignaient lors d'efforts intenses. L'empereur Wudi de la dynastie Han considérait ces chevaux comme essentiels pour sa cavalerie face aux nomades des steppes. La diplomatie empruntait ces mêmes routes commerciales. Les ambassadeurs voyageaient constamment entre les cours royales, portant des lettres, des traités et des cadeaux somptueux. Ces missions diplomatiques établissaient des alliances, négociaient des accords commerciaux et maintenaient la paix. Un ambassadeur byzantin pouvait passer des années à voyager jusqu'à la cour chinoise, apprenant les langues, les coutumes, observant les technologies. Ces diplomates étaient plus souvent aussi des espions, rapportant des informations stratégiques à leurs souverains. La diplomatie de la route de la soie
était un jeu d'échecs complexe joué sur un échiquier continental. Les femmes aussi jouaient un rôle crucial, bien que souvent invisible dans les récits historiques. Les princesses chinoises étaient parfois envoyées comme épouses au royaume d'Asie centrale dans le cadre d'alliances diplomatiques. Ces princesses apportaient avec elles leur culture, leurs serviteurs, leurs artisans. Une légende raconte qu'une princesse chinoise, mariée au roi de Khotan, aurait fait sortir clandestinement des vers à soie et des graines de mûrier de Chine en les cachant dans sa coiffure élaborée, brisant ainsi le monopole séculaire de la soie. Vraie ou fausse, cette histoire illustre le rôle des femmes dans la transmission des savoirs. Et dans les bazars animés, les langues se mêlaient dans une cacophonie mélodieuse. Le persan devint la lingua franca de la route de la soie pendant plusieurs siècles, particulièrement sous les empires safavides et moghols. Un marchand chinois, un commerçant indien, un artisan turc, tous pouvaient se comprendre en persan. Cette langue élégante servait non seulement au commerce, mais aussi à la poésie, à la philosophie, à la diplomatie. Les grandes œuvres littéraires persanes, les poèmes de Rumi, de Hafez, de Saadi, étaient lus de Constantinople à Delhi, de Samarcande à Ispahan, créant une communauté culturelle transcendant les frontières politiques. Ainsi, les routes se multipliaient, terrestres et maritimes, reliant les continents, et sur chacune de ces routes, l'humanité se découvrait elle-même dans toute sa diversité et son unité. Les défis et les transformations respiraient lentement. Laissez ces histoires anciennes vous accompagner vers le repos. Nous arrivons maintenant à des moments de changement, de transformation. Toute route, aussi glorieuse soit-elle, connaît des périodes d'ombre et de lumière. La peste noire, la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire humaine, voyagea probablement le long de la route de la soie au XIVe siècle. Les puces infectées, transportées par les rats qui se cachaient dans les cargaisons des navires et des caravanes, propagèrent la maladie de la Chine vers l'Europe. Entre 1347 et 1353, la peste tua environ un tiers de la population européenne. Cette tragédie montre que les routes commerciales transportaient non seulement des richesses et des idées, mais aussi, involontairement, des maladies. Les conséquences démographiques et sociales transformèrent profondément les civilisations touchées. Pourtant, même dans l'adversité, la route de la soie persistait. Tamerlane, le conquérant turco-mongol du XIVe siècle, bien que redoutable guerrier, fut aussi un grand bâtisseur et protecteur du commerce. Sa capitale, Samarcande, devint un joyau architectural où affluaient artisans, savants et marchands de tout l'Orient. Il fit construire des mosquées somptueuses ornées de mosaïques turquoises, des madrasas pour l'enseignement, des caravansérails luxueux. Sous son règne, Samarcande brillait comme un phare de culture et de commerce, attirant les plus grands esprits de l'époque islamique. Les techniques agricoles voyageaient aussi discrètement sur ces routes. Le coton, originaire de l'Inde, se répandit vers l'ouest et vers l'est grâce aux échanges commerciaux. Les techniques de culture, de filage et de tissage du coton transformèrent les économies textiles. En Asie centrale, les oasis développèrent des cultures irriguées de coton qui rivalisaient avec la soie en termes de valeur commerciale. Le coton,
plus accessible et pratique que la soie pour les vêtements quotidiens, démocratisa l'accès à des tissus de qualité et changea la vie de millions de personnes. Les instruments de mesure eux-mêmes circulaient. La boussole magnétique, inventée en Chine sous la dynastie Song au XIe siècle, révolutionna la navigation. Initialement utilisée pour la géomancie et l'orientation des bâtiments selon les principes du Feng Shui, la boussole fut rapidement adoptée par les navigateurs. Elle voyagea vers l'ouest via les marchands arabes, atteignant l'Europe au XIIe siècle. Cette petite aiguille aimantée pointant toujours vers le nord permit aux navires de naviguer même par temps couvert, ouvrant les océans à l'exploration systématique. Les pigments et les colorants étaient des marchandises précieuses. Le lapis lazuli, cette pierre semi-précieuse d'un bleu profond et lumineux, était extrait des montagnes d'Afghanistan depuis plus de 6000 ans. Broyé en poudre, il produisait le pigment bleu outre-mer le plus précieux et le plus prisé des artistes. Ce bleu intense ornait les fresques des grottes bouddhiques, les enluminures des manuscrits persans et plus tard les tableaux des maîtres de la Renaissance italienne. Une once de lapis lazuli pouvait valoir plus cher que l'or. Sa route commerciale, des mines du Badakhshan aux ateliers du monde entier, traversait l'intégralité de la route de la soie. Les techniques militaires évoluaient grâce à ces échanges. L'arc composite, perfectionné par les nomades des steppes, était une merveille d'ingénierie militaire. Fabriqué à partir de bois, de cornes, de tendons et de colle animale, cet arc combinait puissance et compacité. Sa fabrication nécessitait plusieurs années de séchage. Les archers mongols, utilisant ces arcs depuis le dos de leurs chevaux, pouvaient tirer avec précision en plein galop. Cette technologie se diffusa le long de la route de la soie, influençant les tactiques militaires de la Perse à la Chine, de la Turquie à la Corée. Les livres eux-mêmes devenaient des marchandises précieuses. L'imprimerie à caractère mobile, bien qu'inventée en Chine par Bicheng au XIe siècle, ne se répandit véritablement en Europe qu'avec Johannes Gutenberg au XVe siècle. Entre-temps, les techniques d'impression sur bois chinoises et coréennes produisaient des textes bouddhiques, des traités médicaux, des poèmes. Le plus ancien livre imprimé daté au monde, le Sutra du Diamant, fut produit en Chine en 868. Ces techniques d'impression voyagèrent lentement vers l'ouest, transformant progressivement l'accès au savoir. Et parfois, ce sont les fruits qui changent l'histoire. L'orange douce, que nous connaissons aujourd'hui, est originaire de Chine et voyagea vers l'ouest via la route de la soie. Les Portugais l'introduisirent finalement en Europe au XVe siècle. Les oranges amères étaient déjà connues, mais l'orange douce conquit rapidement les palais européens. Son nom même témoigne de son voyage. En persan, elle s'appelait narang, devenant naranja en espagnol, arancia en italien et finalement orange en français. Un simple fruit portant en son nom l'histoire de son périple millénaire. Ainsi, la route de la soie n'était pas une entité statique. Elle évoluait, se transformait, s'adaptait aux époques, portant à travers les siècles le témoignage de notre capacité à nous connecter, à échanger, à créer ensemble. Laissez l'histoire s'éloigner. La nuit peut continuer. Faites de beaux rêves.